Vous remarquerez que quand je vous ai dit que j'ai travaillé dans la classe le développement des fonctions exécutives, je n'ai pas cité les activités pratiques formelles. Ça a aidé. Ça a aidé. Mais l'essentiel n'était pas là. Je tiens à le rappeler. Ne vous perdez pas dans ces activités pratiques. Parce qu'en plus, souvent, quand on rentre dans ces activités pratiques, on peut se perdre dans la pédagogie Montessori, qui est, je répète, un travail extraordinaire, mais qui a ses limites, qui doit ouvrir. Donc, les activités pratiques, c'est formidable. On les prend comme un outil, et seulement comme un outil. Je répète la définition qui me semble aujourd'hui être la plus juste. Je vous laisse la lire. C'est tous ces petits gestes qu'il est important de transmettre aux enfants et que nous allons devoir répéter aux enfants de nombreuses fois et que nous allons devoir faire devant eux correctement, c'est-à-dire que même quand ils ne nous regardent pas et que nous devons ranger un tapis qui n'a pas été roulé par un enfant, on ne le fait pas rapidement et on ne le jette pas dans la caisse. On l'a tous fait, hein, je l'ai fait aussi. Mais sauf que c'est le moment où vous faites ça, la seule fois où vous vous permettez de faire ça, qu'il y en a 3 qui vous regardent. Et vous perdez toute crédibilité. Pour ne pas déranger leurs camarades qui travaillent, les enfants ont appris à se déplacer avec calme dans la classe. Mais en début d'année, les petits mettent du temps à comprendre ce principe. C'est pourquoi l'adulte doit prendre le temps de montrer régulièrement à l'enfant comment marcher dans la classe en contournant les tapis sans déranger ses camarades. Les plus grands modélisent le comportement de l'adulte et à leur tour, quand ils le jugent nécessaire, ils rappellent aux plus petits comment marcher dans la classe. Ça, c'est quelque chose qu'on montre, vous avez vu. C'est important. Au début, quand vous allez commencer à installer le fonctionnement de l'autonomie, et après encore, parfois, il faut refaire des vagues de présentation. OK, on rappelle là comment on se déplace dans la classe. Et vous pouvez même le faire en regroupement. Ça, je pense qu'on peut essayer de le faire. Parfois, ça fonctionne. D'autres fois, non. Mais comme parfois, ça fonctionne, c'est intéressant de le faire. Vous faites la petite scénette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez, mais cette fois, vous le refaites avec... au lieu que ce soit la main sur l'épaule, vous demandez à un enfant s'il accepte que vous fassiez un petit moment de théâtre pour montrer aux enfants comment on marche dans la classe. Vous pouvez essayer. S'asseoir. Lorsque les enfants terminent une activité, ils prennent le temps de ranger soigneusement leurs chaises. Puis ils remettent le matériel à leur place. Les petits doivent apprendre cela en début d'année. Comment s'asseoir délicatement et comment ensuite ranger sa chaise en la prenant délicatement et sans la pousser et sans la prendre sous le bras. L'enseignant et l'ATSEM devront passer beaucoup de temps en début d'année à montrer cela aux plus petits. Comment retirer sa chaise délicatement, puis comment s'asseoir tout aussi délicatement. Il est important que ces petits moments de démonstration soient des moments complices et de pleine présence avec l'enfant. Pour terminer, l'adulte montre comment ranger sa chaise. C'est ensuite au tour de l'enfant. Ces démonstrations doivent être courtes et amusantes et ne pas venir en correction immédiate d'un geste inapproprié de l'enfant. Ainsi, sans avoir l'impression d'être corrigé, il apprend avec plaisir les premiers gestes de l'autonomie. Au début, vous allez avoir mal au dos, hein.
à vous lever, vous asseoir sur des petites chaises. Quand on installe l'autonomie, on déroule les tapis en plus. Il y a intérêt à faire du sport de votre côté, prendre soin de vous, bien dormir. Ranger sa chaise. Pour que la circulation soit facile et la classe ordonnée, les chaises sont rangées sous les tables. Lorsqu'une chaise n'est pas rangée, l'adulte saisit l'occasion et montre à un enfant comment ranger la chaise sous la table. Il décompose ses gestes pour que l'enfant les enregistre bien. Puis il invite l'enfant à le faire. En début d'année, il est courant de passer des matinées entières à rappeler ses gestes aux plus petits. Il est pour cela indispensable de bénéficier de l'aide d'un ATSEM. On y travaille, on y travaille. Il faut choisir ses combats aussi. Et une dernière, dérouler un tapis. Important ça aussi. Les enfants ont la possibilité de faire leurs activités sur des tapis. Ainsi, à leur entrée dans la classe, nous leur montrons comment dérouler et rouler un tapis de façon ordonnée. Voici pour vous la façon dont nous avons choisi de présenter ces gestes aux enfants. Vous pouvez tout à fait choisir d'autres gestes. L'important est qu'ils soient séquencés et exacts. Pour être mieux assimilé par l'enfant, il est important que la succession des gestes soit décomposée lentement. Nous présentons comment dérouler et comment rouler un tapis dans la même séquence. Avant de présenter ces gestes à un enfant, il est important de lui montrer comment prendre le tapis. Pour les enfants non francophones, n'oublions pas de dire « c'est un tapis », puis d'inviter l'enfant à répéter. Dérouler le tapis, puis montrer à l'enfant comment le rouler. Pour contrôle de l'erreur, montrez à l'enfant que si le tapis est bien roulé, il tient debout. Invitez ensuite l'enfant à dérouler puis à rouler le tapis. Cet enfant réussit à reproduire ses gestes, mais ce n'est pas la première fois qu'ils lui sont présentés. Avant la réussite, il y a un long entraînement.
ça me fait beaucoup rire parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette vidéo. Et je me souviens l'état d'Anna quand on était en train de filmer, elle n'en pouvait plus. Et plus c'était difficile pour elle, et plus le petit à côté faisait n'importe quoi. Et je disais, continue s'il te plaît Anna, tiens bon, il faut qu'on filme ça, il faut qu'on montre que c'est difficile. Il faut qu'on montre. Et qu'avant d'arriver à des moments où voilà, il y a un certain calme installé, ça fait partie du travail. Les moments où on n'en peut plus, vraiment on se dit, non, en fait, je vais changer de métier, je ne sais pas pour moi, c'est trop dur. Et bien là, vous êtes en train de faire quelque chose qui compte. Et si vous vous lâchez là, qui va le faire? Donc, quand on est sur la transmission de ces gestes pratiques simples qui installent l'autonomie dans la classe, il est important, vous l'aurez compris, de montrer, de répéter et d'avoir cette exemplarité quand nous-mêmes nous agissons, nous levons après avoir présenté une activité. Il s'agit effectivement de nous-mêmes penser à ranger notre chaise. Lorsqu'on s'assoit, ne pas la tirer. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à faire. Il est toujours facile de dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Mais nous-mêmes, et puis dans l'urgence de la classe, comme toujours, c'est pas évident. Bon. Et de lâcher prise. Ça, on l'aura compris avec la vidéo qu'on a vue du tapis. Alors, donc je vais vous présenter, je pense pendant une heure, quelque chose comme ça, les activités pratiques que nous avions utilisées dans la classe de Gennevilliers. Et on va les regarder avec cette définition que j'ai pu donner juste avant. Et qui pour l'instant me semble intéressante à garder, parce qu'on va analyser ensuite ensemble toutes les activités pratiques qu'on pourrait mettre en place dans une classe. Donc d'abord, il y a ces activités pratiques que j'appelais simples. Simples dans le sens où elles isolent un geste. Elles isolent un geste qui va être utile à l'enfant dans des activités qu'on va lui proposer qui sont plus complexes, où là, plusieurs gestes seront nécessaires. Par exemple, si on prend plier du tissu, lorsque les enfants, nous pouvons leur proposer de laver dans des activités complexes, de laver du linge, ils vont avoir besoin de faire le geste de plier le tissu lorsque le linge sera sec. Ils auront besoin de fermer, ouvrir des pinces à linge pour étendre le linge qui sera encore mouillé. Ils auront besoin de presser une éponge. Presser l'éponge pour laver ensuite la bassine, etc. Des gestes finalement qui vont être utilisés quasiment tous dans des activités ensuite plus complexes qu'on leur proposera. Mais ce sont aussi des gestes très simples de la vie quotidienne. Ouvrir et fermer des boîtes, ouvrir et fermer des cadenas, donc qui sont aussi un petit peu des prétextes, mais qui ont toujours du sens culturellement. Qui font toujours sens. On invite l'enfant à engager son intelligence dans des activités qui ne chahutent pas quelque part sa dignité. On lui propose des choses qui font sens, qui vont l'amener vers de l'indépendance. Dire à l'enfant, je vais te montrer comment ouvrir et fermer des boîtes. Commencez par nommer tous les objets présents sur le plateau. Une boîte. Une boîte. Une boîte. Une boîte. Un pot. Tu dis? Un pot. Un pot. Une boîte. Une boîte. Une boîte. Une boîte. Montrez maintenant à l'enfant comment ouvrir et fermer les boîtes. Refermez la boîte et invitez l'enfant à l'ouvrir à son tour.
Refermez la boîte et invitez l'enfant à l'ouvrir à son tour. Refermez la boîte et invitez l'enfant à l'ouvrir à son tour. Refermez la boîte et invitez l'enfant à l'ouvrir à son tour. Refermez la boîte et invitez l'enfant à l'ouvrir à son tour. N'hésitez pas à vous effacer pour le laisser poursuivre seul. Alors vous aurez remarqué, et ça va être le cas à chaque fois dans les activités pratiques, puisque leur objectif est de développer, exercer les fonctions exécutives, à chaque fois la première chose que l'on donne, c'est l'objectif. J'ai dit à l'enfant là, je vais te montrer comment ouvrir et fermer des boîtes. C'est ça l'objectif. C'est pas de prendre les boîtes et d'aller dans la bassine du copain à côté et de les faire flotter. Comme ça nous permet de dire « Eh, dis donc !» Si jamais ça dévie un petit peu, tu te souviens de l'objectif ? Et puis ça dirige l'intelligence dans un sens. Il nous faut ça pour l'exercice des fonctions exécutives. Ensuite, nommer les objets extrêmement importants. Combien de surprises j'ai eues avec... Je me dis quand même, ça y est, on sait savoir comment ça s'appelle, même des francophones, et non. Et s'ils le savent, c'est très bien, ça se diffuse pour les autres qui ne savent pas ou qui ne parlent pas le français. Ensuite, une chose dont je m'aperçois en regardant ces vidéos, parce que ça fait longtemps que je ne les avais pas vues, l'importance, parce que c'est pas si évident que ça, parce que là on parle juste d'ouvrir et fermer des boîtes, c'est quand même pas si... C'est quand même un geste très simple, mais la conscience que l'on met, la pleine présence que l'on a quand on présente ça à l'enfant, ça fait toute la différence. Avec les mêmes objets, on aurait pu ne pas avoir le même impact sur les enfants si c'était juste, allez, hop, tu as vu les boîtes ? Allez, vas-y, tu peux, entraîne-toi, amuse-toi avec ces boîtes-là. Hop. Ou juste entraîne-toi, ouvre et ferme les boîtes. Non, là, il y a autre chose. On place quelque chose, une intention avec lui. C'est pas de la théâtralisation, c'est de la pleine conscience. Et regarde cet objet que tu as devant toi, regarde comme là, ça peut être intéressant. Tiens, il y a ça, c'est apporter de la présence et de la conscience dans ces petits objets qui sont là, dans ce temps de présence avec l'enfant. Ça amène tout autre chose, même chez les enfants. Ensuite, on reste un petit peu avec l'enfant. Bon, là, ce n'est pas forcément nécessaire pour ouvrir et fermer des boîtes, quoique sur certaines... L'idée, c'est de présenter quand même des mécanismes à chaque fois d'ouverture et de fermeture qui sont différents. Et parfois, certains sont compliqués. Dans ce cas, on reste un petit peu avec l'enfant. Et puis, quand on voit que voilà, il a l'air de s'en sortir, on s'efface progressivement. Une chose, souvent on me dit, bon là c'est très facile, mais quand il y a des activités plus complexes, on me dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant qui n'y arrive pas ? Dois-je intervenir ou pas ? Ma façon de voir les choses, c'est on intervient avant que l'enfant se décourage. Sinon, on laisse. Mais encore une fois, on peut faire des erreurs de jugement et ce n'est pas très grave. Parfois, certains vont se décourager, on ne sera pas intervenu assez tôt. Et puis parfois, on interviendra trop tôt. Mais ce n'est pas grave, on apprend. Ce qui est intéressant dans ces activités pratiques
qui ont été mises en place par Maria Montessori. Donc j'ai fait une sélection quand même, et j'en ai simplifié certaines, mais le point de départ qu'elle a donné et qui est très intéressant, c'est qu'elle avait réussi à comprendre l'intérêt de ces exercices-là et elle avait donné des conditions d'exactitude qui permettaient à l'enfant d'exercer, de stimuler ces compétences-là de manière très optimale. Parce que le fait que les gestes soient précis, qu'il y ait cette pleine conscience, eh bien ça attire l'attention de l'enfant sur ces gestes exacts et ça l'invite à les reproduire. Et donc pour reproduire ces gestes exacts, il doit solliciter ses fonctions exécutives. Il doit contrôler ses gestes. Il doit se souvenir des actions qui ont été effectuées, leur organisation. Donc finalement, on formalise un petit peu ces activités-là. Et dans ce temps-là, dans cette période d'âge, chez les tout petits, là on parle, c'est des enfants de 2 ans et demi, peut-être 2 ans, on peut commencer, de 2 ans à 4 ans maximum. C'est pas la peine de faire ces activités-là avec des grands. C'est trop facile pour eux. Et ils sont passés, la période sensible des fonctions exécutives, c'est passé. On travaillera ça autrement. Mais en tout cas, toute cette formalisation, qui peut paraître exagérée, chez les petits, elle est extraordinaire. Et surtout chez les enfants très brouillons, qui ont du mal, plus l'enfant est brouillon, plus le geste doit être exact et lent, quasiment, si on caricature. Parce qu'ils vont devoir faire preuve aussi de contrôle inhibiteur. Attendre, ça va les apaiser, les calmer. Pourquoi il est intéressant de présenter toutes les activités dont on parle là, y compris les gestes pratiques quotidiens, se déplacer, s'asseoir, etc. Pourquoi il est intéressant de les présenter en individuel ? Parce que ça permet, de notre côté, ça permet de vraiment observer les enfants qui ont des difficultés à reproduire, donc difficultés, mémoire de travail un petit peu faible à travailler. Pas chez les petits, c'est normal qu'ils en soient là. Mais chez les un petit peu plus grands, quand on démarre avec les 3 ans et demi, 4 ans, on peut quand même voir s'il y a des enfants qui ont plus de mal à être flexibles ou à patienter, etc. Là, on les observe bien. Ça permet de prendre la température. On prend les signaux extérieurs. Mais aussi parce que, de toute façon, c'est l'attention partagée qui va faire que l'information va se transmettre. Et c'est compliqué. Moi, je n'arrive pas à le faire, par exemple, d'avoir une attention partagée quand il y a 2 enfants. Je ne peux pas partager mon attention avec 2 enfants en même temps. Donc, on peut réussir à faire quelque chose, on peut y arriver, mais ce ne sera jamais optimal. Il n'y aura jamais cette... Et moi, j'ai le sentiment de perdre un petit peu de temps. Quand je fais avec 2, j'ai l'impression que ce temps n'a servi ni vraiment à l'un ni vraiment à l'autre. Après, testez, faites l'expérience. Mais j'ai le sentiment que pour cette pleine présence, on doit l'offrir à un enfant. Et au-delà de ça, au-delà de ce qui se passe de notre côté, du leur, c'est compliqué de demander à un enfant, si là on prend l'exemple du tapis, je déroule le tapis, je le roule, et je propose à un enfant qui est là de le faire, l'autre doit attendre, et puis l'autre, quand son copain a terminé, l'autre doit le faire, par exemple, admettons. Mais c'est très compliqué pour un enfant de 3-4 ans, on va dire 3 ans, qui a une petite mémoire de travail, toute faible, de lui demander de retenir toutes les informations qu'il a observées, le temps que l'autre fasse aussi son exercice. C'est-à-dire qu'on lui demande quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il va se décourager. Difficulté trop importante. Et là, on perd son attention. Donc la mémoire de travail ne sera pas suffisante chez l'enfant. Le contrôle inhibiteur ne sera pas suffisant. C'est peut-être un peu trop leur demander ça. Que chacun fasse à son tour, c'est un petit peu trop. Et voilà. Donc ça ne me semble pas très pertinent. Mais à essayer. Donc, le but, pour que ce soit optimal. Le but, je vais te montrer ceci ou cela. Chacun son tour, c'est-à-dire l'enseignant, l'adulte, puis l'enfant. Ça l'oblige à exercer son contrôle inhibiteur, attendre la fin de l'action. Et ça l'oblige aussi
à solliciter sa mémoire de travail. Il va devoir mémoriser toutes les actions que vous avez effectuées. Donc là, quand il s'agit de boîte, ça va. Ouvrir, fermer. Mais vous allez voir après qu'il y a beaucoup d'actions successives qui doivent s'effectuer dans un ordre logique pour atteindre l'objectif. Ensuite, une démonstration exacte. Je viens de vous expliquer pourquoi. Une démonstration silencieuse. Alors, ça ne doit pas être systématique à mon sens, mais dans la plupart des cas, c'est quand même très intéressant. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on cherche à transmettre, c'est un geste, une suite d'actions, une présence. Donc le temps de langage, je trouve qu'il est intéressant de le donner avant ou après. Il peut y avoir certains enfants qui ont besoin des deux pour retenir la suite d'actions. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, on le sent. Quand on est en attention partagée, on le sent. Alors on le fait. Attirer l'attention sur le contrôle de l'erreur, ce qui va permettre à l'enfant de se réajuster, de réajuster ses stratégies quand il est tout seul face à son activité. Par exemple, pour le tapis, vous avez vu Anna qui montrait « Ah, regarde, il tient debout ». Donc ça veut dire qu'il est bien roulé. Si le tapis est tout en cône comme ça, l'enfant va pouvoir voir lui-même que ça ne va pas. Et parfois, si on n'attire pas son regard sur le contrôle de l'erreur, ça va le satisfaire, hein, lui, le tapis comme ça. Pour lui, c'est OK, il est roulé le tapis. Il faut juste lui dire « Ah, mais regarde, il faut qu'il tienne debout. Là, ça c'est bien roulé, ça. » Et donc là, vous allez voir des enfants, du coup, grâce à ça, grâce à l'attention qu'on a portée sur ce détail-là, alors ils vont recommencer. Le tapis sera roulé un petit peu en cône, ils vont le dérouler, ils vont le refaire. Et ça devient une activité en soi. Il y a des enfants on les voit sortir un tapis, ils déroulent, ils roulent, ils déroulent, ils roulent, ils déroulent, ils roulent. C'est génial. Ils sont en train de préciser leurs gestes. Et surtout sur les enfants très brouillons, qui ont besoin de travailler les fonctions exécutives, le contrôle de l'erreur, il ne faut pas hésiter. Parce que ça va devenir un point d'intérêt pour eux très fort. Une démonstration individuelle, je viens de le dire. Après, ou en même temps, tout ça se fait en parallèle, il y a aussi cette activité avec des flacons, différents systèmes d'ouverture. Ça, ils apprécient beaucoup et évidemment, ils préfèrent ceux qui sont le plus compliqués. Donc vraiment, n'hésitez pas à un niveau de difficulté. Et vous voyez, quand on fait ça, là, on est vers un objectif culturel qui fait sens. Ce sont des boîtes et des flacons qu'ils sont amenés à ouvrir dans la vie quotidienne. Pince à linge. Donc, on peut leur faire pincer les pinces soit sur un petit support, soit sur un petit panier. Idem, là, c'est pour... et ça, c'est pour les tout petits. Hein. Tout petits. S'il vous plaît, quand je vois des enfants de 4 ans en train de faire ça, c'est vraiment sous-estimer l'intelligence de l'enfant, là. Là, il venait d'arriver en classe, il avait 2 ans et demi. 3 semaines après, il ne touchait plus à ça. Hein. Sinon, ce n'est plus challengeant. Et pour ça, donc, ça perd son intérêt. On n'exerce plus les fonctions exécutives, ça devient, excusez-moi l'expression, mais en France, on a ce terme-là, c'est une activité, fous-moi la paix. Mais si on est juste dans une activité de pince, il n'y a plus de challenge, on n'est plus dans un exercice des fonctions exécutives, on est dans un exercice visuomoteur. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Enfin, parce qu'on peut offrir le travail visio-moteur dans une activité qui, en plus, dirige l'intelligence exécutive. On peut avoir tout en même temps. Donc, pourquoi juste garder quelque chose qui aplatisse un peu le propos? Et les déviations, à mon sens, le glissement devient extrêmement rapide. Quand on commence à faire juste du visio-moteur, on glisse très rapidement vers des activités superficielles. Mais c'est intéressant aussi ça, de proposer des activités où on s'aperçoit qu'en fait, ça ne marche pas très... Enfin, ça n'a pas grand intérêt. Ou pas l'intérêt qu'on croyait que ça allait avoir. C'est intéressant parce que ces erreurs-là, elles nous montrent
que, eh bien, ok, bon, bah, c'est moins dans ce sens-là, c'est peut-être un peu plus dans ce sens-là. C'est intéressant. Si vous saviez le nombre d'activités que j'ai proposées, où au final je me suis dit, oula, le décalage entre ce que je pensais intéressant et... Mais c'est toutes ces erreurs-là que je me suis autorisée à faire sans jugement. J'ai même trompé dans la classe. Mais trompez-vous. C'est comme ça que vous allez affiner votre expertise pédagogique. Sinon, sur quelle base? Trompez-vous. Proposez des activités, tout ce qui vous semble intéressant, proposez-le. Mais ensuite, regardez-le avec un œil critique, objectif. Et soyez prêts à dire, ok, ça marche, donc je vais encore plus dans ce sens. Ça ne marche pas comme je le voulais, peut-être que je vais commencer à penser à retirer cette activité. Est-ce que ça sert le développement de l'intelligence de l'enfant? Oui, non. Non, peut-être qu'il faut faire sortir l'activité. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, en plus, dans une classe. Donc, il faut faire des choix. Dire à l'enfant « Je vais te montrer comment ouvrir et fermer des cadenas ». Nommer tous les objets de l'activité. Le panier, les cadenas et les clés. Montrer ensuite à l'enfant comment faire. Inviter l'enfant à choisir un cadenas et à le faire à son tour. Si la clé ne s'insère pas dans le cadenas, invitez l'enfant à essayer une autre combinaison de clés et de cadenas. Invitez l'enfant à poursuivre avec un autre cadenas. Là, c'est pareil. Cette petite fille est en première maternelle, tout début de l'année. Après, on passe à autre chose. C'est pas du matériel qu'on garde sur l'année. Il peut être dans la classe, mais il ne faut pas attendre des enfants qu'ils fassent ça toute l'année. Sinon, c'est normal qu'ils errent dans la classe. Donc chez les tout petits, là, chez les personnes qui étaient dans les classes d'accueil, est-ce que vous pouvez lever la main à nouveau? Voilà, ça c'est pour vous. Les boîtes, les flacons, pourquoi pas, les cadenas. C'est aussi chez les petits, les premières maternelles. Qui a des premières maternelles ici? C'est pour vous aussi. Mais attention, peut-être pas toute l'année. Enfin, c'est là, mais il ne faut pas vous penser que les enfants, ils vont rapidement ils vont rapidement se lasser de ça. C'est normal. Nous avons invité l'enfant à prendre le panier et à s'asseoir délicatement à une table qu'il a lui-même choisie. Dire « vis », c'est une vis, et l'inviter à répéter. Dire maintenant « écrou », c'est un écrou.
et invitez l'enfant à répéter. Donnez ensuite l'objectif. Je vais te montrer comment visser et dévisser des boulons. Faire comprendre à l'enfant qu'il faut d'abord trouver la bonne taille d'écrou. Dire à l'enfant « J'ai vissé le boulon, maintenant je vais le dévisser ». Invitez ensuite l'enfant à visser et dévisser un boulon. À moins qu'il ne se décourage, ne pas intervenir et le laisser expérimenter. Encouragez l'enfant à poursuivre avec les autres boulons. Vous pouvez dès lors le laisser poursuivre seul en lui rappelant bien qu'après avoir terminé son activité, il devra ranger le matériel à sa place. Donc ça, c'est pareil, chez les petits. Peut-être que chez les tout petits, c'est compliqué avec la taille de boulon, d'écrou, pardon. Mais chez les petits. Et puis pendant l'année, on peut varier les tailles pour relancer l'intérêt. Je répète votre question. Est-ce que c'est un enfant plus âgé qui irait rechercher ces activités-là, qui les referait comme ça ? Est-ce qu'il n'aurait pas besoin de se conforter dans ses capacités ? Ça peut être des moments de besoin de repos cognitif. Ça se sent. On sent, mais on le sait parce qu'on a vu l'enfant précédemment faire un grand travail les jours précédents. On voit que là, il y a eu peut-être beaucoup de connexions neuronales et que là, il y a besoin d'un temps de repos et que l'enfant le manifeste comme ça. Il retourne à des activités faciles pour lui, le temps que cet élagage se fasse tranquillement, et quand ensuite il y a à nouveau de la place pour autre chose, il va vers autre chose. Mais souvent, le plus souvent quand même, ce sont des enfants qui s'ennuient, qui ne trouvent pas d'activité dans la classe qui soit suffisamment stimulante, challengeante. En tout cas, c'était mon constat à Gennevilliers. Et donc dans ce cas-là, moi ce que je leur disais, c'est bon, alors là tu as appris cette activité, et moi, je pense que tu peux quand même aller faire ça. Là, c'est quand même un peu facile pour toi. Hein, tu sais le faire. Tu l'as déjà fait depuis un moment. Donc, moi, je te propose qu'on aille essayer quelque chose de plus un peu plus difficile. Tu peux le faire. Et là, on l'accompagne. Parce que ça peut être aussi un enfant qui a peur de se mettre face à un échec. Il y a des enfants comme ça aussi. Donc, on dit, allez, j'y vais avec toi. Regarde, je reste avec toi. Donc, il y a différentes façons d'accompagner, mais en tout cas, toujours la même chose. Pour un même constat, ce n'est pas le même diagnostic, entre guillemets. Et donc, il faut toujours poser un regard plein de discernement, d'empathie, faire preuve d'empathie et de bon sens à ce moment-là. Mais pour un même constat, il n'y a pas les mêmes solutions, forcément.
Rappelez à l'enfant comment soulever le plateau et l'invitez à le faire. Nommez avec lui chaque objet du plateau. Lui expliquez « Je vais te montrer comment tenir une cuillère ». Lui montrer comment prendre la cuillère et comment placer ses doigts. Puis transvaser les graines d'un bol à l'autre en décomposant bien vos gestes. Poursuivre ainsi jusqu'à ce que toutes les graines soient transvasées dans l'autre bol. Invitez ensuite l'enfant à le faire à son tour. N'hésitez pas à corriger son geste s'il tient mal sa cuillère et à lui remontrer le geste correct. Là, c'est trop facile pour lui, en fait, déjà. Trop facile. Lorsqu'il a terminé et s'il ne l'a pas fait, invitez-le à remettre les graines tombées sur le plateau dans le bol. Invitez-le ensuite à recommencer avec l'autre main. Là, c'est plus intéressant. Et encore, c'est trop facile pour lui. Lorsqu'il a terminé, invitez-le à recommencer et rappelez-lui de bien ranger le matériel à sa place lorsqu'il aura terminé. Alors, tenir une cuillère, pourquoi je disais que c'était intéressant? Parce que là, on transmet comment tenir sa cuillère. Et il se trouve que les enfants tiennent des cuillères dans la vie. On est d'accord? Non, je vous dis ça parce que parfois on voit des choses qui sont questionnantes. Ils tiennent des cuillères dans la vie. Donc voilà, on les exerce à ce geste-là. Donc ça fait sens culturellement pour l'enfant. Et donc on place des haricots. On n'est pas loin de l'activité qui... J'ai pensé souvent à la retirer, cette activité par exemple. Parce que je me suis dit, pour le sens, il y a quand même quelque chose qui me pose un peu problème. Parce que la vraie chose, c'est qu'il faudrait que les enfants apprennent à tenir une cuillère en tenant une cuillère en mangeant. Moi, c'est ce qui me semble le plus logique. Sauf qu'on ne mange pas tout le temps avec les enfants et qu'à un moment donné, on sent que c'est quelque chose qui serait quand même intéressant à travailler. Et donc, j'ai fait le compromis en me disant, bon, puisque ce sont quand même c'est un aliment qui est dans le bol, donc bon, c'est pas forcément un geste qu'on fait au quotidien de passer des haricots d'un bol à l'autre. Il y a quelque chose qui me plaît pas tout à fait. Il n'y a pas le sens plein et entier qui me plaît, cette évidence, mais je me disais que quand même, il y a suffisamment de sens pour la garder. Et surtout, je voyais les enfants qui appréciaient vraiment le faire, et comme ça garde un sens culturel. Bon, mais ça c'est chez les petits aussi. Quand je dis chez les petits, on est bien d'accord s'il y a des moyens, des enfants de
deuxième maternelle qui ont des difficultés motrices, c'est super, il faut la sortir du placard. Mais il ne faut pas penser tout de suite que c'est pour des deuxièmes maternelles. On garde ça sous le coude. Plier du tissu, c'est intéressant. Bon. C'est pas non plus... voilà. Mais pourquoi pas? Si vous avez ça, si vous n'avez pas cette activité, je vous dirais, c'est peut-être pas la peine de vous embêter à chercher du tissu, à coudre les petites lignes, peut-être pas vous embêter à faire tout ça. Ce que je trouve plus intéressant, c'est parce que plier du tissu, on peut le montrer aux enfants quand ils plient le linge, quand ils plient leur tablier, on leur montre et je trouve que c'est déjà suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir cette activité un petit peu artificielle. Puisqu'on a déjà fait, enfin, j'ai déjà fait la concession sur la cuillère et les petits haricots, je me dis, bon, peut-être que ça, c'est pas nécessaire, surtout qu'ils le font déjà dans la classe de plier du linge. En revanche, ça, c'est intéressant, parce que c'est la même chose, mais avec du papier. Et ça prépare les bases de l'origami. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. En plus des fonctions exécutives. Dire à l'enfant « Je vais te montrer comment plier du papier ». Choisissez le premier niveau de pliage et invitez l'enfant à prendre le même papier. Montrez-lui comment faire ce premier pliage. Invitez l'enfant à plier à son tour. Si la difficulté est à sa portée, montrez-lui le deuxième pliage. Si la difficulté du troisième pliage est à sa portée, n'hésitez pas à lui présenter le même jour. Là, on est dans le bon niveau de difficulté. C'est difficile pour lui, mais c'est pas décourageant. S'il s'entraîne, il peut le faire. Et ce n'est que par la répétition qu'il réussira à préciser ses gestes. Ça ne sert à rien à ce moment-là qu'on précise trop avec lui, qu'on redirige trop son geste. Voici maintenant le quatrième pliage.
Et voici enfin le 5e pliage. C'est parce qu'il n'y arrive pas que c'est ce qu'il lui faut. Vous comprenez ? Je peux vous assurer que tous ces papiers, il va les apporter chez lui le soir même. Il va être très fier et la première chose qu'il va faire le lendemain matin quand il va arriver, c'est chercher cette activité. Et il va peut-être faire ça toute la matinée et utiliser une grande quantité de papier. Bon, on accepte, on fait ce compromis-là. C'est pas très écologique, mais voilà. Et il va, à un moment donné, à ce moment-là, une fois qu'il est motivé, qu'il fait sa chose, là, son affaire, on n'a plus à s'occuper de lui, il est en pleine concentration. Et là, on a l'intelligence qui travaille de concert avec les gestes moteurs vers un objectif qui fait sens et qui est intelligent. Et progressivement, et ce n'est que par son activité répétée qu'il va préciser son geste. Ce n'est que en utilisant du papier qu'il va réussir. À un moment donné, vous allez vous retourner 2, 3 jours plus tard, 1 semaine plus tard, et il va vous tendre ce papier, fier comme pas possible, en vous disant « Regarde ». Bon, lui, il avait du mal à parler, donc il aurait juste tendu avec de grands yeux fiers, et on n'aurait pu que féliciter sa persévérance en lui disant « Mais ça fait des jours que je te vois travailler à plier du papier, enfin tu as réussi, je suis heureuse pour toi ». Et c'est justement parce qu'il n'y arrive pas que cette activité est pour lui. Nous avons tendance, et j'ai fait la même chose, à se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous consommer comme papier ?» Ou quand un enfant met de l'eau partout quand on va faire les versets, on se dit « Oh là 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 là, plus tard, plus tard ». Non, c'est maintenant. C'est parce qu'il n'y arrive pas que c'est pour lui. Quel intérêt de le présenter à un enfant qui y arrive ? Quel intérêt ? Aucun. Aucun. Si ce n'est que ce n'est de l'occupationnel. Il faut, je vous assure que c'est vrai, je n'exagère pas, la première année à Gennevilliers, c'était la piscine dans la classe. Je devais le midi, absolument, avant que les parents arrivent, passer la serpillière le plus vite possible. Parce qu'ils n'auraient pas compris. Les enfants avaient les pantalons tout mouillés. J'avais demandé d'apporter des changes, mais c'était nécessaire. On ne peut pas demander aux enfants de préciser leurs fonctions exécutives sans faire d'erreur. Il faut qu'ils effacent ces erreurs-là. Bien sûr, on ne va pas les laisser mettre de l'eau partout toute la journée ou consommer trop. Enfin, à un moment donné, il faut aussi avoir ce discernement de dire, bon, là, attention quand même, dis ton geste, tu vois bien que ta main, quand tu fais ça, on a cette guidance quand même, comme le ferait un parent tout simplement. Je te montre, je te laisse pratiquer, je te laisse faire, mais bon, je t'aide aussi quand là, vraiment, tu pars dans des chemins de traverse voilà, je t'aide, je te recadre un petit peu quand c'est nécessaire. J'apporte une aide utile. Et puis, on s'efface. L'origami, dans les activités autonomes, qui ne sont pas les activités pratiques dont on parle, c'est formidable. Hein. Je me souviens d'un petit garçon, vous savez le petit garçon qu'on a vu hier décomposer des sons.
La première fois que je lui ai présenté, on avait un petit livre d'origami, je lui présentais des petits pliages très simples, il n'y arrivait pas du tout. Et j'ai fait ce qu'on fait tous, en me disant, bon, bah, c'est pas le moment, vraiment, il n'y arrive pas du tout. Et heureusement, ce petit garçon est persévérant, et il dépasse l'entrave que j'ai repris. Il a dépassé l'entrave que j'ai représentée pour lui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il me disait, Céline, montre-moi encore ce pliage, et je lui disais, mais tu sais, peut-être que pour l'instant tu peux faire. Donc je le dirigeais vers autre chose, pensant que c'était trop compliqué pour lui. Mais lui, il voulait faire ça. Donc il allait rechercher du papier, plier. Et comme on avait un stock de papier, je l'ai laissé faire pour voir. Parce que de toute façon, j'avais beau le rediriger, il y revenait constamment. Et je ne sais plus combien de temps il s'est passé, peut-être 1 semaine, 2 semaines, mais il le faisait, mais quasiment toute la journée. Il a utilisé beaucoup de papier. Et en plus, il les apportait chez lui. Je pense que, je ne sais pas ce qu'ont dû penser ses parents. Je préfère pas me l'imaginer. Sauf qu'à un moment donné, je lui avais montré les pliages de base. Et ensuite, on avait essayé ensemble de faire des petites grenouilles, des petites choses comme ça. Et un chien, je me souviens, c'était des pliages très simples, qui étaient très intéressants. Mais je trouvais trop compliqué. Et en fait, il a persévéré tout seul avec les bases de ce que je lui avais apporté. Vous parliez d'exploration tout à l'heure. Je pense que l'exploration est intéressante une fois qu'on a apporté des bases. On donne des bases que les enfants n'ont pas à chercher trop longtemps parce que ça leur prendrait trop de temps et que nous, on a mis longtemps à les découvrir. Les générations précédentes ont mis du temps à le faire. On ne va pas leur demander de le refaire, mais on leur apporte les bases et sur ces bases, ils explorent. Et ce petit garçon, du coup, est venu vers moi et me dit, je me souviens, j'étais en activité avec un autre enfant, et il me dit, Céline, et il me présente la grenouille. Comme ça, il appuyait sur la petite queue, là, et elle sautait. Et je lui dis, qui a fait ça? Et il me dit, c'est moi. Je ne le croyais pas. Je lui dis, ah bon, c'est toi? Je ne lui ai pas dit, je ne te crois pas. Je lui dis, c'est toi? Ah, c'est extraordinaire, ça. Est-ce que tu peux me montrer? Tu peux me montrer, ça m'intéresse. Et je l'ai vu faire ça avec une précision. Et là, j'ai encore pris une leçon magistrale. Il n'y a vraiment que par l'activité répétée, c'est ce qu'on dit. L'activité répétée, engagée, motivée, avec un objectif précis, des bases solides, un étayage qui a été apporté au final au départ. Et voilà, cet enfant avait 4 ans, et c'est dingue ce qu'il arrivait à faire tout seul, entre guillemets, avec l'aide de départ que je lui avais apportée. C'est fou. Presser une éponge. Je vais te présenter le travail de presser l'éponge. D'accord. Éponge. Éponge. Bonne. Serviette. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est comme celle-là. Oui, c'est une éponge. Éponge. Et ça, c'est un plateau. Avec quelle couleur? On le met ici. Je vais aller chercher de l'eau. Oui. Tu te lèves. Tu ranges ta chaise sans faire de bruit. Sans faire de bruit. C'est fou. Top, top. On range la chaise comme ça. L'enfant prend le bol pour le remplir à l'évier. Il doit ensuite traverser la salle avec ce bol rempli d'eau et pour un enfant de 3 ans, il s'agit d'une tâche difficile. Il a besoin de sentir que nous lui laissons le temps et que nous lui faisons confiance. L'adulte présente l'activité. Il place l'éponge dans le bol rempli d'eau et attire l'attention de l'enfant sur l'éponge qui absorbe l'eau. Délicatement, il positionne l'éponge imbibée d'eau au-dessus du bol vide et la presse. Recommencez jusqu'à ce que le bol initialement plein soit vide. Attirez l'attention de l'enfant sur le fait que toute l'eau va dans le bol, il n'y a pas d'eau sur le sous-main. Il s'agit pour l'enfant d'un retour d'information immédiat. S'il y a de l'eau sur le sous-main, il doit davantage contrôler son geste. Montrez que le bol est vide, puis transvasez dans l'autre sens.
Une fois le transvasement effectué dans les deux sens, s'essuyer les mains, plier la serviette, montrer comment vider l'eau du bol dans le seau, ce qui sera très utile aux enfants lorsque leur eau sera devenue trouble, essuyer le sous-main avec la petite éponge, repositionner le matériel pour l'enfant et enfin, vider le seau dans l'évier en présence de l'enfant. Inviter l'enfant à replacer le seau délicatement. Inviter l'enfant à aller chercher de l'eau. Pour un enfant de 3 ans, cette activité est une activité complexe qui sollicite énormément la mémoire de travail ainsi que la planification logique des différentes tâches. Pour certains enfants, il sera important de rester à leur côté pour les aider à rester ordonnés et à se souvenir des différentes étapes. S'essuyer les mains, plier la serviette, vider l'eau du bol, essuyer le sous-main avec la bonne éponge, et la presser dans le seau si elle est imbibée d'eau. Il s'agit donc d'une activité qui entraîne de façon très soutenue les compétences exécutives d'un enfant de 3 ans. Lorsque l'enfant a terminé, lui montrer comment ranger le matériel, et l'inviter à vider puis à ranger le seau. La petite serviette, les 2 petites éponges, la manière dont on s'essuie la main, tout ça, ce n'est que du théâtre finalement. Ce n'est qu'un prétexte pour attirer, réveiller l'intelligence exécutive de l'enfant et lui dire « Hey, regarde, là, il y a différentes tâches, un ordre logique que je te propose avec une exactitude un petit peu exagérée, mais qui va t'intéresser. » On va chercher cette intelligence-là. Même chose presser l'éponge que pour tenir une cuillère. J'ai hésité à la retirer, cette activité, par souci de sens. Et j'en suis arrivée à la même conclusion que tenir une cuillère, c'est-à-dire qu'effectivement, les enfants ne versent pas, ne pressent pas une éponge d'un bol à l'autre dans la vie, mais on va pouvoir exercer ce geste dans des conditions qui ne font pas tout à fait sens culturellement, mais ça reste quelque chose d'acceptable, même si dans l'absolu, voilà, c'est que dans la classe, ils peuvent faire la vaisselle avec. Et ben, au début, je pensais la même chose. Et je me suis aperçue quand même, c'était pas mal pour les petits qui ne peuvent pas encore faire la vaisselle parce que c'est trop de tâches. C'est l'étape suivante. Finalement, ça s'inscrit. Et donc, je trouvais que cette logique-là était quand même intéressante. Le balai. Balayer. Donc, on met à disposition de l'enfant un petit balai. À sa taille, le petit balai, pelle balayette. Les enfants adorent, vous allez voir, quand elle est adaptée pour eux, ils ont le poing fermé. Ils ne font qu'avec une seule main, ils ont l'autre poing comme ça, la main fermée, ils n'arrivent pas à tenir les deux.
avec les 2 mains le balai. Là, c'est que c'est bon pour eux. Ils en sont au moment où c'est assez difficile, mais pas impossible, quoi. Et là, inutile, à mon sens, d'aller créer une activité un petit peu artificielle où on va mettre à côté du balai des petites choses que l'enfant peut déposer par terre pour balayer. À mon sens, dans une classe où les enfants vivent, il y a déjà beaucoup de choses à balayer. Et justement, ça entraîne le soin de l'environnement. Ça, les enfants adoraient. Dire à l'enfant « Je vais te montrer comment brosser un tapis ». Invitez-le à dérouler un tapis, puis à aller chercher une brosse. Montrez-lui ensuite comment faire. Attirez l'attention de l'enfant sur la poussière ramassée par la brosse. Invitez-le à aller jeter cette poussière à la poubelle. Invitez l'enfant à poursuivre le brossage du tapis. Rappelez-lui d'aller jeter les poussières ramassées par la brosse à la poubelle. N'hésitez pas à vous effacer pour le laisser poursuivre seul, en l'invitant toutefois à changer de tapis lorsque celui-ci est propre. Ce qui est intéressant, c'est que là, les 2 enfants qui étaient ensemble sont non francophones, enfin étaient non francophones, et de parler 2 langues différentes. Eh bien, ça crée des interactions. Ils ne se sentent pas du tout en décalage par rapport aux enfants qui parlent français. Ils sont en train de faire une activité qui ne demande pas nécessairement de langage, mais ils sont là, bien actifs dans la classe. Cette activité aussi est vraiment formidable. Et les petits papiers à découper, même chose, sont sur le site, dans l'onglet Fichiers, vous pouvez les télécharger. Dire à l'enfant « Je vais te montrer comment découper ». Choisissez une bandelette de papier adaptée au niveau de l'enfant et invitez-le à choisir la même. Après lui avoir rappelé le nom de tous les objets présents sur le plateau, montrez-lui comment découper. Invitez l'enfant à découper exactement sur le trait noir pour challenger ses compétences exécutives en plein développement. Si un papier tombe hors de la coupelle, remettez-le simplement dans la coupelle. Invitez-le ensuite à découper. Lorsqu'il a terminé, invitez-le à jeter ses petits bouts de papier dans la poubelle.
Les premières fois, les enfants ne seront pas à l'aise pour tenir la paire de ciseaux. S'ils se découragent, apportez-leur le geste qui leur permettra de poursuivre seuls. Génial cette activité. Mais au début, c'est sûr que ça nous change nos repères. Moi, il m'a fallu quelques temps pour comprendre ça, qu'en fait, ces activités-là n'étaient pas pour ceux qui y arrivaient déjà à peu près. Même si c'est gênant, parce que quand on a des personnes qui visitent la classe, on n'est pas très à l'aise. On va lui dire, regardez, il tient très mal ses ciseaux, cet enfant. Pourquoi vous le laissez... Mais oui, mais nous, on lui a donné le geste plusieurs fois, on a corrigé, mais à un moment donné, c'est seulement par l'exercice et le développement de la maîtrise de son geste qu'il va maîtriser le geste. On ne peut pas induire ça de l'extérieur. On peut le rectifier, apporter une aide utile jusqu'à ce que... Dire à l'enfant « Je vais te montrer » comment verser de l'eau dans un verre. Avant de commencer l'activité, invitez l'enfant à aller chercher de l'eau. Rappelez-lui le nom de tous les objets présents sur le plateau. Les verres, le pichet, l'éponge, le support et le plateau. Montrez-lui ensuite comment verser de l'eau dans un verre. Attirez l'attention de l'enfant sur le trait rouge qui indique la quantité d'eau à verser. Videz l'eau du verre dans le seau. Et invitez-le à faire la même chose avec l'autre verre. Absorbez les éclaboussures présentes sur le support et pressez l'éponge dans le seau. Replacez tous les objets sur le support et invitez l'enfant à faire lui-même l'activité. La première fois, n'hésitez pas à rester à ses côtés. Il aura en effet sans doute besoin de vous pour que vous lui rappeliez les différentes tâches qu'il aura à effectuer. N'hésitez pas à rester avec lui jusqu'au bout de l'activité pour lui rappeler comment vider l'eau du seau dans l'évier, comment repositionner le seau à sa place délicatement et enfin comment ranger le plateau sur l'étagère. Et nous avions à côté, ce que je vous invite à faire,
Parce que là, c'était une activité où ils s'exerçaient. Ce n'était pas pour boire. Mais s'ils ont soif et qu'ils veulent se verser de l'eau, nous avions juste à côté de l'évier une toute petite table avec un verre en verre, un pichet. Ils pouvaient se servir de l'eau dans le pichet où il y avait déjà de l'eau dans le pichet. Ils se servaient de l'eau dans le verre. Ils pouvaient boire et ensuite ils lavaient le verre. Et ils le reposaient. Il y a ensuite les activités complexes. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'encore une fois, elles sont sur le site. Mais je vais vous en montrer une quand même pour que vous puissiez percevoir et qu'on perçoive ensemble qu'il s'agit d'activités que moi j'appelais comme des catalyseurs de développement exécutif. Parce qu'elles étaient très compliquées quand on les propose au bon âge. Et c'est quoi le bon âge? Eh bien, ça dépend de l'enfant. Il faut s'adapter à chaque enfant, là où il en est, évidemment. Et vous le voyez à son regard, à sa concentration, à l'intention qu'il met dans cette activité. S'il répète avec concentration. S'il répète l'activité en regardant par un copain ou en parlant à un copain, c'est qu'a priori, il n'a pas besoin de cette activité. Moi, je peux vous donner des niveaux d'âge qui, en général, comment dire, qui sont justes en général, en règle générale, mais la règle générale ne vaut pas pour tout le monde. Donc après, vous avez les talons et ensuite vous ajustez en fonction des enfants. Faire les poussières, alors on peut faire avec un petit plumeau, mais ça peut aussi être avec un petit chiffon tout simplement à poussière. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, l'enfant, il fait les poussières dans l'étagère, il doit aller chercher un tapis, le dérouler, poser sur le tapis les activités et les remettre dans le bon ordre, à la bonne place sur l'étagère. Et nous n'avions pas, nous, dans la classe de petites photos. Donc il doit vraiment se souvenir. On ne va pas l'aider. Pour moi, ce serait une aide inutile là, d'avoir les petites photos. Bon, il a juste à replacer, faire une mise en paire. Photo, matériel. Ce n'est pas très intéressant. Là, on ajoute un challenge. Peut-être que ça peut être une étape. Je sais que certains mettent des photos pour que les activités puissent être à leur place. Ça peut être un point de départ, mais peut-être après, c'est bien de les retirer, une fois que c'est installé chez les enfants. Coudre. Donc là, c'était dans de la toile de canevas. Les enfants passaient sur des lignes comme ça, droite à gauche, horizontale. Ils faisaient ils passaient de haut en bas, donc dans chaque petit point, avec un fil de couleur. Ils pouvaient emmener cette toile à la maison ou nous la collions dans le cahier pour avoir une trace. Et après, il y a toute plein de déclinaisons à cela, qui peuvent être possibles, justement pour les enfants d'élémentaire. Donc ça, c'était laver du linge. Les enfants adorent vraiment, autant les filles que les garçons. Là, il se trouve que c'est une petite fille, mais je tiens à préciser que autant les petits garçons que les petites filles adorent cette activité. Maintenant, si je devais le refaire, je pense que je prendrais du matériel un peu plus contemporain. On peut mettre 2 bassines, voir comment on organise la chose pour que ça peut aussi être à l'évier. Je ne sais pas, il y a quelque chose à inventer là, ou à construire par des papas des écoles, qui pourraient un petit peu bricoler 2-3 planches de bois. Il y a des choses à faire. Et c'est celle-ci que je vais vous montrer. Laver une table. Et pareil, filles et garçons adorent cette activité. Et il faut la présenter aux petits. Il va y avoir de l'eau par terre. S'il n'y a pas d'eau, c'est trop tard. Dire à l'enfant, je vais te montrer comment laver la table. Inviter l'enfant à mettre le tablier. Invitez-le ensuite à nommer tous les objets de l'activité, le savon, l'éponge, la brosse, le pichet, le panier, les coupelles, le seau et la bassine. Invitez l'enfant à aller remplir le pichet.
lui montre qu'il y a des traces de savon sur l'éponge et donc il faut la rincer. Parce qu'on ne peut pas nettoyer une table avec une éponge sale. Invitez maintenant l'enfant à vider l'eau du seau dans l'évier et à laver la table de son choix. En principe, si ça correspond à l'enfant, de lui-même, il va recommencer plusieurs fois, toujours concentré. Et là, il ne parlera pas avec ses camarades. Vous voyez l'engagement? Tout le corps qui travaille. Et c'est déjà un peu trop facile pour elle. Elle l'a souvent fait. Elle a passé, je me souviens de cette petite qui a passé vraiment des journées à nettoyer la table. Il y en avait partout. Il fallait bien sûr contenir un peu pour que ça ne fasse pas glisser ses camarades. Mais il fallait qu'elle passe par là pour réussir à faire toutes ces étapes. Lorsque l'enfant aura terminé son activité, montrez-lui comment plier le tablier. Montrez-lui également comment ramasser l'eau au sol à l'aide de la serpillière et du seau prévus à cet effet. On leur apprend à essorer la serpillière dans le seau, à vider le seau, etc. C'est une grande succession de tâches qui sont proposées dans un ordre logique. Toutes ces activités pratiques, l'ordre que l'on propose, la forme que l'on propose et l'ordre et les tâches et l'ordre des tâches, c'est un exemple, ok? C'est vraiment un exemple. Inspirez-vous comprenez ce qui est intéressant dans cette proposition-là. Vous pouvez tout à fait donc proposer aux enfants de laver les tables de la classe avec votre propre organisation, vous choisissez les tâches qu'il va devoir réaliser et vous lui proposez dans un ordre qui fasse sens. Mais n'hésitez pas à apporter un tout petit peu de complexité pour attirer son attention sur la suite logique et sur l'exactitude. L'inviter à faire des choses exactes. Ça peut être aussi, on peut mettre un espèce de petit plateau pour laver les vitres de la classe. Non mais ça c'est génial pour les enfants comme le petit dont je parlais tout à l'heure.
Il va laver des tables, laver des vitres. Mais tout ça, juste vous dire quelque chose d'important. Pas juste mettre un plateau avec une éponge et un bol d'eau, vous voyez, où vous diriez, il va remplir le bol d'eau avec l'éponge dedans, et puis il va faire comme ça, puis quand ce sera sale, il ira juste le vider. Ajoutez de la complexité. Quelles étapes on peut ajouter qui ne soient pas trop artificielles, mais qui quand même demandent un investissement exécutif. C'est là où vous faites votre métier de haut niveau. C'est là où il faut que vous mettiez de l'intelligence dans cette proposition. Pas rester dans les choses superficielles. Et vous allez le faire. Je l'ai fait. Vous allez forcément passer par là, mais ensemble, on va essayer de repérer comment les choses peuvent être améliorées. Ça peut être aussi ramasser les feuilles dans la cour. Si vous avez la chance d'avoir une circulation intérieure-extérieure, il peut y avoir un système de collier où 1 ou 2 enfants sortent et ramassent les feuilles. Voilà, vous trouvez vos tâches, l'ordre logique que vous allez proposer aux enfants pour stimuler leur intelligence exécutive. Ça peut être aussi aller nourrir les poules, si vous avez la chance d'avoir des poules. Soigner les plantes. Donc là, avec différentes tâches, il y avait, avec une petite éponge humidifiée, il retirait la poussière qui sont sur les feuilles, il découpait les petites feuilles mortes. Bon, elles souffrent au début, les plantes, hein. On en sacrifie quelques-unes. Les cadres d'habillage, très intéressant parce qu'ils permettent aux enfants de s'exercer un geste quotidien d'habillage, mais ils ne remplacent pas l'habillage. Justement, ce qui est intéressant, c'est que derrière cela, il y ait dans la classe un soutien, un appel de votre part envers les enfants, un encouragement de votre part, le matin donc à retirer ses chaussures, mettre ses chaussons, placer son manteau au bon endroit. Pour les petits, après la sieste, l'habillage, c'est un temps d'apprentissage. Les grands peuvent peut-être les aider, peut-être un petit peu, en montrant aussi aux grands comment aider, en étant dans une aide utile qui n'envahit pas l'enfant. Je voudrais vous montrer parmi tous ces cadres un seul, celui justement du petit garçon dont je vous parlais tout à l'heure, la fermeture à glissière. Au début de l'année, il aurait été incapable de faire ça. Je pense qu'il aurait pris le cadre, peut-être qu'il l'aurait mis dans l'évier, il aurait mis de l'eau dessus, vous voyez. Montrez à l'enfant que les 2 pans de tissu sont maintenant détachés. Invitez l'enfant à le faire à son tour. À moins que l'enfant ne se décourage, n'intervenez pas, laissez-le expérimenter.
Lorsque vous sentez que l'enfant se décourage, n'hésitez pas à lui remontrer le geste qui lui permettra de poursuivre seul. N'hésitez pas à vous effacer pour le laisser poursuivre seul. Il y a ensuite les cadres à boucle. C'est très intéressant aussi, un petit peu plus difficile. Pour les deuxièmes maternelles, c'est pas mal. Ce n'est qu'une d'accord, une base. Hein. Après, vous modifiez selon les enfants. Les boutons à pression. Ça a l'air très simple. On se dit, on n'a pas besoin de montrer les boutons aux enfants. Avec des gros boutons, on se dit quand même, on leur laisse ça, et puis ils vont trouver la façon de le faire. Tout seuls, ils vont explorer. Mais c'est quand même intéressant de leur montrer la manière experte. C'est pas si évident que ça. Vous verrez la vidéo sur le site. Comment on retire le bouton, on le passe dans le petit trou. Même nous, on n'a pas conscience de comment on fait ce geste. On a tellement automatisé, mais il y a bien un moment où on a appris quand même à le faire de manière efficace. Donc, on leur montre ça, et c'est beaucoup plus... Parce que quand on le montre, il y a beaucoup d'enfants qui vont abandonner si on leur demande d'explorer sans leur montrer ce geste expert. Une fois, et avec ce qu'ils ont perçu de notre geste, ils peuvent explorer quelque chose. Les nœuds, ça c'est pour les grands. Hein. Les grands, là, voilà, les troisième maternelle, en général. Donc tout ça avant 4 ans et demi, c'est en général, a priori. Sinon, le challenge devient vraiment n'est plus assez haut, n'est plus assez intéressant. Donc après, il peut y avoir aussi, je vous donne des pistes, mais il y a sur le forum des enseignants qui ont déjà partagé des choses. Et donc ça peut être tresser, tricoter, s'occuper d'un potager si vous avez la chance d'en avoir un, construire des petites cabanes, tout ça de manière avec des étapes logiques à leur donner. Ça peut être préparer un repas, une salade de fruits, confectionner de petits vêtements. Ça peut être confectionner des petits vêtements pour des poupées ou pour des, je ne sais pas, pour eux se faire un costume de fin d'année. L'objectif formulé n'est pas l'objectif principal de toutes ces activités-là. Quand on dit à l'enfant, je vais te présenter comment presser une éponge, ou comment visser et dévisser, ou je ne sais quoi, ça c'est l'objectif extérieur, c'est celui qu'on donne à l'enfant, c'est le prétexte. Mais notre objectif à nous, c'est de s'assurer que l'activité soit vraiment en train d'exercer au maximum les compétences exécutives de l'enfant. Pour ça, elle doit être challengeante, avec un objectif clair et qui exerce de concert toutes les fonctions exécutives. Donc du coup, l'enfant va être amené à répéter. Si un enfant répète, c'est dommage de l'arrêter quand ils sont dans une concentration qui induit du coup une répétition. Évitons de les déconcentrer. Ils sont dans une création, il y a quelque chose qui s'élabore à l'intérieur à ce moment-là. Quand il y a concentration, dites-vous qu'à l'intérieur, il y a une activation neuronale très forte, il y a quelque chose qui est en train de s'élaborer. Il faut faire attention, nous, de ne pas envahir ou d'abîmer cette élaboration. Vous avez sur le site internet une partie suivie dans les activités pratiques où vous pouvez télécharger en fichier modifiable ou non des idées de suivi. C'est-à-dire que quand vous présentez ces activités-là à vos enfants, soit vous plastifiez cette petite feuille et vous la mettez sur un de vos murs et vous faites un petit point à chaque fois que vous avez présenté un enfant. Parce que dans la colonne de gauche, vous pouvez mettre le prénom des enfants. Donc là, c'est mieux si vous prenez le fichier modifiable, évidemment, parce que vous allez mettre vos propres petites photos, propres petites activités.
Mais ça peut être aussi des enseignants, parfois prennent ce genre de tableaux de suivi, ils les mettent ils collent dans des cahiers qu'ils gardent près d'eux. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais pas pensé à vous le dire, mais là j'y pense. J'ai une fois vu une enseignante qui avait fait quelque chose d'assez extraordinaire, vraiment très sympa. Si vous êtes déjà dans un fonctionnement autonome, vous avez dû avoir le même souci que moi, c'est-à-dire que quand vous êtes avec un enfant, il vous manque toujours quelque chose. Vous avez besoin d'une petite paire de ciseaux, un petit crayon, une petite gomme à votre cahier. Et du coup, elle s'est confectionnée un tablier. Un petit tablier avec de quoi mettre son petit cahier de suivi. Elle avait son petit ciseaux, crayon, gomme, tout ce qu'il lui fallait, quoi. Son portable, parce qu'elle avait aussi besoin de prendre des photos de ce que faisaient les enfants. Donc, elle avait tout avec elle. Je trouve que c'est intéressant.